Bienvenue sur Dialogue Républicain, la chaîne de podcast du sénateur Jean Sol. Des émissions qui créent des passerelles entre les projets territoriaux et les missions sénatoriales. Ça se passe en direct dans les Pyrénées-Orientales pour que la parole se joigne à l'action et ouvre les horizons. Dialogue Républicain, c'est la preuve par le terrain, avec des témoignages de maires et de professionnels du territoire. Bonne écoute! Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je suis Carole Del Pozo, sénatrice suppléante et collaboratrice du sénateur Jean Sol. Nous sommes à Perpignan et aujourd'hui, c'est l'interview de Fabienne Bonnet, présidente de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Bonjour Fabienne, bienvenue sur Dialogue Républicain. Peux-tu nous donner un aperçu de la situation actuelle de l'agriculture dans notre département ? Tout d'abord, dans le département, il est important de savoir que nous avons une chance extraordinaire, celle d'avoir toutes les filières et toutes les productions méditerranéennes en particulier, c'est-à-dire l'élevage, la viticulture, les fruits et légumes, les plantes aromatiques, beaucoup de diversification. C'est une chance accentuée par le climat qui nous accompagne et qui nous permet d'avoir des productions en agriculture biologique, mais tout simplement aussi en production raisonnée avec très peu de traitements effectués sur nos productions. Malheureusement, depuis 2016, nous avons perdu plus de 500 entreprises. La surface agricole utile a diminué de 2300 hectares et le renouvellement n'est pas assuré. Bien que le nombre de producteurs en agriculture biologique a été multiplié par 2 et atteint les 1000 agriculteurs, le marché stagne aujourd'hui, voire régresse. L'agriculture est très diversifiée, mais toutes les filières connaissent des difficultés et globalement, l'agriculture régresse dans le département. La situation est particulièrement difficile en viticulture, avec une demande qui diminue en France et également à l'export, avec une baisse constante du potentiel de production, moins de 50% en 20 ans. Selon toi, quels sont les principaux facteurs qui ont conduit à cette crise sans précédent ? Plusieurs points de blocage existent et sont bien identifiés. Un accès au foncier qui reste difficile, un accès à l'eau de plus en plus contraint, une sécheresse qui dure depuis plus de 2 ans maintenant, des conditions de production défavorables, un manque de renouvellement des générations, des aléas climatiques de plus en plus fréquents, des aléas de marché aussi, économiques, un très faible soutien de la PAC de par nos productions, des conditions réglementaires qui se font en dépit du bon sens, qui sont inadaptées, inadaptables, des problèmes de recrutement et de fidélisation de main-d'œuvre, des distorsions de concurrence avec des règles différentes dans les différents pays de l'Union européenne. D'après toi, Fabienne, comment la sécheresse et les conditions climatiques extrêmes ont-elles affecté les cultures locales et la production agricole dans notre département ? Toutes les productions ont été affectées extrêmement durement par cette sécheresse. En élevage, elle s'est fait sentir depuis 2 ans, impacte la production de fourrage. Les stocks pour l'hiver n'ont pu être reconstitués, mais également les estives, avec une période de transhumance plus courte. S'ajoutent également les problèmes d'abreuvement. La viticulture est également très impactée et les rendements ne permettent pas d'assurer un modèle économique viable aux vignerons. Les fruits et légumes le sont également dans les zones où l'irrigation n'a pu se faire ou a été réduite. La sécheresse a débuté réellement en 2022, mais le vrai choc pour l'agriculture départementale et les différentes filières s'est fait ressentir en 2023. Et dès le printemps 2023, où nous n'avions plus de visibilité sur l'eau pour accompagner les différentes récoltes. Et ce choc s'est exprimé dans des pertes très très lourdes pour l'agriculture départementale, puisque les pertes économiques ont été chiffrées à plus de 200 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires agricole. La sécheresse a également eu pour conséquence un accroissement des dégâts de la faune sauvage sur les cultures. Des attaques de France Nature Environnement sur les débits réservés sont aussi venues fragiliser une gestion ancestrale de la ressource en eau et ajouter une problématique aux problèmes déjà très lourds. Quel type de soutien les agriculteurs de notre département ont-ils reçu de nos institutions, qu'elles soient locales, régionales, nationales ou européennes, pour faire face à cette crise ?
Les aides ne peuvent remplacer les conditions de production normales. Mais il faut souligner qu'il y a eu un effort certain de l'État pour atténuer la crise et cela, il faut vraiment le souligner. Nous avons eu en 2023 une exonération totale, de la taxe sur le foncier non bâti. Nous avons eu des aides, MSA avec des prises en charge, des cotisations, pour la sécheresse, de l'ordre de 2 millions d'euros. Une aide exceptionnelle, sur les productions fruits et légumes de 5 millions d'euros, un fonds qui venait, de l'Europe, hein. Un fonds d'urgence viticole, de 6 millions d'euros. Un fonds d'urgence élevage, pour 1 million d'euros. Et ceci a été complété par des efforts des collectivités. Le conseil départemental a voté une enveloppe de soutien aux agriculteurs en difficulté de 400 000 euros. La région a voté une aide au transport de fourrage de 300 000 euros, ayant bénéficié à 84 éleveurs et a financé 21 dossiers d'aide à l'abreuvement. En 2024, nous connaissons à nouveau ces difficultés. Nous avons à nouveau estimé des pertes de l'ordre de 200 millions d'euros pour la production départementale. Madame la ministre Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui est venue récemment dans les Pyrénées-Orientales, a réaffirmé un soutien de l'État avec à nouveau des mesures sur l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti, des prises en charge de cotisations MSA, et puis des aides à la trésorerie qui vont être constituées de prêts de trésorerie, avec un soutien de l'État, des prises en charge de l'État. Et puis des aides aussi annoncées dans les Pyrénées-Orientales par rapport à la sécurisation en eau, par rapport au plan de résilience eau qui avait été annoncé par le ministre Béchu au printemps. Mais nous sommes bien en dessous, malheureusement, des enjeux réels de notre agriculture. Il faut souligner que toutes ces aides et ces millions d'euros, hein, que l'on peut citer, qui ont été effectifs, et en 2023, ça représente à peu près 20 millions d'euros pour le département des Pyrénées-Orientales. Mais il faut bien comprendre qu'on parle de millions d'euros, mais qu'à l'échelle d'une exploitation, en réalité, ça ne représente que quelques milliers d'euros, et parfois zéro, puisque toutes les exploitations ne sont pas éligibles à ces aides, malheureusement. Il y a des critères définis à remplir. Et donc, tout le monde n'en bénéficie pas. Et de façon mesurée quand on bénéficie de l'aide. En tout cas, c'est une aide réelle à la trésorerie qui permet, quand on est dans une situation de crise ponctuelle, effectivement, de passer l'année plus sereinement. Mais malheureusement, notre agriculture aujourd'hui est en difficulté structurelle depuis des années, avec des exploitations en trésorerie exsangues et parfois en bout de course. Et donc, en fait, c'est juste une aide d'appoint, mais qui ne permet pas, malheureusement, de se projeter et de voir une pérennisation possible des exploitations. Et encore une fois, avec des années qui se suivent et qui, malheureusement, se ressemblent, avec des crises de plus en plus violentes. Est-ce que tu penses que toutes ces aides que vous avez perçues sont suffisantes pour maintenir notre agriculture locale? Malheureusement, non, de par ce que je viens de dire, on n'arrive pas à avoir nos exploitations dans la durée. Les jeunes, notamment, hein, sont en grande difficulté, n'arrivent plus à se projeter. Ils se sont lancés dans un métier avec passion, avec l'espoir d'être agriculteur jusqu'à la retraite. Et aujourd'hui, au bout de quelques années d'installation, parfois même au bout de 2-3 ans d'installation, ils n'arrivent pas à se tirer un revenu et avoir une possibilité de vivre de leur métier, parce que on a des problématiques de production, alors dues aux aléas climatiques, dues aussi aux problématiques de marché, de réglementation. En fait, on cumule beaucoup de difficultés avec une violence particulière dans notre département, hein, alors, il y a des départements en France qui vivent d'autres aléas, et notamment trop d'eau cette année en particulier, mais qui l'année prochaine, si le climat se stabilise, pourront espérer une autre production. Aujourd'hui, chez nous, on est, je pense,
à la viticulture ou même à l'arboriculture dans certains secteurs qui n'ont pas eu d'eau depuis 2022, où on est en fait sur une perte de notre outil de production. Donc difficile de se projeter dans ces conditions si on n'est pas sécurisé en eau notamment, parce que pas d'agriculture sans eau, il faut le rappeler. Et donc il faut donner des perspectives aujourd'hui à nos agriculteurs pour pouvoir se projeter et avoir un espoir de maintenir des exploitations et une agriculture sur nos territoires. L'irrigation est le problème majeur dans notre département des Pyrénées-Orientales. Y a-t-il des solutions qui sont envisagées pour une meilleure gestion de la ressource en eau? Alors, dès 2019, nous avions, à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, proposé un plan de gestion départementale de l'eau dans les Pyrénées-Orientales, qui dépassait le cadre de l'eau strictement agricole, puisque bien sûr, on était sur le partage de l'eau, le multi-usage et l'eau potable, avec une idée que dans les Pyrénées-Orientales, nous pouvons gérer notre propre eau, de par nos barrages, notre maillage de canaux ancestraux qui couvrent tout le territoire, par nos différents fleuves, des possibilités de stockage, de réaliser des ouvrages de stockage supplémentaires et de réutilisation des eaux usées aussi, des eaux traitées. Hem et ce plan, en fait, n'avait pas avancé et commence à avoir un début de concrétisation et aujourd'hui, on peut l'appeler, plan de résilience qui a été proposé, par le ministre Béchu, avant l'été. Ce qui va dans le bon sens, ça reprend ces thématiques-là que nous avions exprimées dès 2019, mais malheureusement, ça ne va pas assez vite, on a un problème de sécurisation, financière de tous ces ouvrages, là. Au final, les 5 projets agricoles phares du plan de résilience nécessiteront à court terme de l'ordre de 45 millions d'euros d'investissement. Le fonds hydraulique ne suffit pas, puisqu'il est de l'ordre de 20 millions d'euros au niveau national. Et les fonds agences de l'eau sont difficilement ouverts aux projets de sécurisation de l'agriculture et surtout de la sécurisation de ce que l'on vit dans le département, puisqu'en fait, les critères de financement de l'agence de l'eau aujourd'hui sont dans un cadre très strict, avec 2 entrées qui sont substitution et économie. Et aujourd'hui, nous ne rentrons plus dans ce cadre dans les Pyrénées-Orientales. Comment les agriculteurs des Pyrénées-Orientales s'adaptent-ils aux impacts du dérèglement climatique? Et qu'en est-il de l'arrivée du tuyau du Barône que nous attendons et dont on nous parle si souvent? Alors ce tuyau, il fait partie des projets de sécurisation du département. Il faut bien comprendre que ce que l'on vit dans les Pyrénées-Orientales en termes de violence et par rapport à cette sécheresse, mais de violence par rapport au dérèglement climatique et tous ces aléas successifs, nous ne sommes que préfigurateurs de ce qui va se passer en France, ailleurs. On voit bien la progression. Nos amis audois sont aussi impactés comme nous sur une partie de leur territoire et vivent la même chose. Et tout ça va progresser, on le voit bien. Et donc, nous nous adaptons, nous essayons de nous adapter, nous sommes obligés de nous adapter à ce que l'on vit. Mais pour nous adapter, on a besoin d'être sécurisés. Sécurisés en eau potable, sécurisés en eau pour nos productions. Nous voulons continuer à produire, à participer de la souveraineté alimentaire, continuer à alimenter nos citoyens du département, continuer à produire nos productions méditerranéennes qui existent et que l'on importe d'ailleurs de pays bien plus au sud que nous. Nous demandons et nous voulons être un département pilote, mais au sens pilote pour nous trouver des solutions, pour continuer à vivre sur ce territoire et à contribuer à l'économie de ce territoire. Nous subissons ce changement climatique depuis de nombreuses années déjà. Donc en fait, nous travaillons à cette adaptation à ce changement climatique au niveau de nos exploitations depuis des années. Autant sur la gestion de l'eau, sur les économies d'eau. Il est important de rappeler que nous sommes dans le cadre du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, reconnu département champion des économies d'eau au niveau de l'agriculture, avec plus de 30 millions de mètres cubes économisés depuis les quelques dernières années.
Au niveau des parcelles aussi, nous évoluons bien sûr, sur la technologie, l'innovation, pour, l'utilisation, de l'eau et la piloter, au plus fin. Et puis bien sûr sur la recherche, l'expérimentation sur les variétés, résistantes à la sécheresse. Mais ces variétés, il faut quand même souligner qu'elles sont de moins en moins productives. Heu, les agriculteurs s'adaptent, mais je le martèle, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Rien ne pousse sans eau et on ne veut pas être réduit à être un département, désertique, hein, avec, des productions, comme certains aimeraient, que l'on fasse, hein, et je ne citerai que, par exemple, l'aloe vera, La figue de la Barbarie. feuille de barbarie, exactement, voilà. Au pire, être condamné, être couvert de panneaux photovoltaïques. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'eau pour nos territoires, pour nos habitants aussi, plus largement au-delà de l'agriculture et le tuyau du Rhône, hein, puisque ça faisait partie, de la question, nous en avons besoin clairement, mais pas dans 15 ans. Il sera trop tard. Il sera beaucoup trop tard. Nous aurons disparu de nos territoires, il faut aller plus vite, hein. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette réponse, il faut trouver, des moyens d'accélérer et investir sur, notre département comme sur d'autres territoires. Je pense qu'il faut entendre, État, collectivité, qu'il faut voir ça comme un investissement. On ne peut pas, laisser un département, français, sans eau. Il en va de la sécurisation des habitants d'un territoire français et donc ça, il faut des investissements, suffisants en proportion. Est-ce que tu penses qu'il faudrait adapter, spécifiquement la législation, par rapport à notre département et à la problématique qu'il rencontre? Sur l'eau, clairement, il faut que la législation, la réglementation évolue sur l'eau et notamment le financement, en fait, de tous les projets liés à l'eau. Aujourd'hui, on a évoqué, en tout cas, j'ai évoqué un peu plus tôt dans mes propos, le fonds hydraulique agricole, qui est un fonds effectivement destiné à investir sur des projets, hydrauliques, mais qui reste de l'ordre minime de 20 millions d'euros au niveau national. Par contre, tout le reste, des investissements liés à l'eau sont financés, par l'agence de l'eau. Tous les moyens sont mis, dans cette agence, mais avec un cadre très strict. Les financements, liés aux investissements, de par l'agence de l'eau ne répondent qu'à une porte d'entrée aujourd'hui, basée sur 2 critères, hein, qui sont la substitution et les économies d'eau. Or, dans notre département, il n'y a plus d'eau. Donc il faut adapter la réglementation et permettre des investissements de sécurisation en eau, tous ouvrages confondus, et ouvrir ces critères absolument. Cela demande une, véritable volonté, autant politique, hein, qu'au niveau administratif, de faire évoluer cette réglementation pour en faire une réalité au-delà de dérogations qui seraient possibles, mais qui aujourd'hui ne sont pas effectives. Vous subissez également l'augmentation des coûts de production, en particulier pour l'énergie et les intrants. Est-ce que cela aggrave la situation? Oui, effectivement, cela aggrave la situation. Les charges n'ont cessé d'augmenter depuis le Covid et la guerre en Ukraine. Énergie, engrais, aliments pour les animaux, les matières sèches, je pense à la viticulture, entre autres. Hem, mais malheureusement, on a du mal à répercuter, ou parfois pas du tout, ces hausses, de charges, au niveau des prix de vente de nos produits, surtout en cette période, d'inflation. Quels sont les principaux blocages au niveau de la réglementation ou de la politique agricole qui freinent la mise en œuvre de solutions concrètes pour nos agriculteurs? Il y a les problèmes de marché, les distorsions sociales, fiscales, les problèmes climatiques, l'agribashing abondamment relayé par les médias, les dégâts de la faune sauvage, la présence et les dégâts du loup et de l'ours. Mais surtout, les agriculteurs subissent trop de normes et de contrôles. Aucune profession n'est autant administrée. C'est un surempilement de réglementation. Les agriculteurs, clairement, sont en train de décrocher. Trop de réglementation, trop difficile à subir. En plus du travail quotidien sur une exploitation, aujourd'hui, on a inversé la tendance. On passe plus de temps à faire de l'administratif au niveau d'une exploitation que de s'occuper de ses bêtes, ou de ses cultures.
On est en train de faire avancer cette réglementation plus vite que les agriculteurs ne peuvent s'adapter. Et pendant ce temps-là, le monde entier est dérégulé. Concernant les phytosanitaires, nous sommes dans des impasses sur plusieurs ravageurs et nous continuons d'importer des denrées alimentaires produites avec des phytosanitaires non autorisés en France. Pour ne citer que le diméthoate sur les cerises, il y en a de nouveau tous les jours. On ne peut plus produire de cerises en France alors qu'on importe des cerises et que nos citoyens français mangent des cerises en saison. Donc, Fabienne, les Français mangent des cerises qui sont traitées au diméthoate, mais qui ne sont pas produites sur le territoire français. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Je peux citer par exemple la Turquie qui en produit, mais bien d'autres pays également. Nous ne pouvons plus produire parce que voilà, c'est un traitement contre la mouche. Voilà, je ne vais pas être très technique, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus maîtriser ce ravageur au niveau des cerises en France, et notamment dans notre pays. Quand même, on a la cerise de Céré qui est connue et reconnue. Aujourd'hui, cette production va disparaître à court terme parce que nous sommes dans une impasse totale par rapport à ces traitements, alors qu'encore une fois, au supermarché ou sur les étals partout en France, nos concitoyens peuvent trouver des cerises importées et qui sont traitées avec ce fameux produit. C'est un exemple de ces réglementations, de cette surréglementation française. Toutes ces réglementations, cette suradministration s'accompagne en plus de contrôles tout au long de l'année auprès des exploitants, parfois à des moments très compliqués. Je pense cet été à nos éleveurs en pleine crise de la fièvre catarrhale ovine, où ils voyaient nos éleveurs mourir leurs animaux tous les jours, et où malgré tout, nous avions des contrôles de différents services de l'État ou sur l'exploitation pour différents sujets, sans concertation et sans prendre en compte la difficulté quotidienne et des difficultés liées aux crises que l'on vit. Et ça, c'est plus possible. Nous demandons qu'il y ait un seul contrôle par an. Madame la ministre s'engage à mener cette avancée majeure pour nous au bout, nous l'espérons. On ne peut plus supporter d'être contrôlé en permanence à n'importe quel moment de l'année et souvent sur le même sujet. En fait, nous subissons des contrôles qui sont les mêmes, qui prennent des heures. Et en fait, sur différents sujets, je parle par exemple sur l'agriculture biologique, mais sur la PAC, etc. On nous demande en permanence des traçabilités, des documents en permanence, de l'administratif. C'est rébarbatif, une perte de temps, d'argent, et puis un stress aussi important pour nos agriculteurs dans des moments particulièrement difficiles et parfois sans considération des contrôleurs. Il y a clairement un gros risque de rupture de modèle économique de la majorité des agriculteurs, de plus en plus de radicalisation et un risque majeur de perte de souveraineté alimentaire pour la France. La transition vers une agriculture plus durable et résiliente est souvent évoquée. Quelle est ta vision pour concilier cette transition avec la survie immédiate de nos exploitations agricoles? Si la transition n'est demandée qu'à l'agriculture française et pas aux autres, nous n'y arriverons pas. Nous allons disparaître. De plus, il y a aussi le sujet de l'assurantiel. Nos agriculteurs assurent leur récolte. Or, aujourd'hui, même si c'est une demande de la profession, que c'est une avancée majeure au niveau de la sécurisation de notre modèle économique et au niveau des exploitations, cette assurance n'est pas adaptée. Clairement, elle est basée sur une moyenne des récoltes précédentes, sur plusieurs années. Or, ce que nous subissons encore une fois de façon en tant que précurseur, j'allais dire, dans ces aléas successifs que l'on subit, nous sommes sur des années successives de petites récoltes. Donc cette moyenne olympique n'a plus de sens et ne peut plus correspondre à la réalité et de ce que doit être une assurance et une couverture assurantielle efficace. Il n'y a plus de filet de sécurité et donc
la transition devient impossible. Fabienne, si je te dis « il y a urgence pour », comment terminerais-tu cette phrase? Quelle est pour toi la priorité des priorités? Il y a urgence pour sécuriser la disponibilité en eau pour l'agriculture et les autres activités humaines et économiques du département, y compris la disponibilité en eau potable. Le dogmatisme doit laisser place au bon sens. Quels sont tes espoirs pour l'avenir de l'agriculture des Pyrénées-Orientales? Que peut-on espérer comme action concrète dans les prochains mois pour sortir de cette crise? Comment ton sénateur Jean Sol peut-il t'aider et agir pour accélérer cette sortie de crise? Plusieurs espoirs. D'abord, l'espoir que la vision malthusienne et le regard négatif porté sur l'agriculture s'inversent. Celui que l'agriculture soit vue comme une solution et non un problème. L'espoir que la souveraineté alimentaire ne soit pas qu'un vain mot et qu'on ne connaisse jamais de tension sur l'alimentation. Nous rappelons que nous sommes devenus importateurs de lait. 50% de nos fruits et légumes sont importés en France. Pour la sortie de crise, il nous faut une gestion de l'eau plus adaptée, qui écoute les agriculteurs dont les pratiques sont frappées du sceau du bon sens. Il faut accepter de stocker de l'eau et combiner toutes les solutions. Et cela à court terme. Il faut aussi une meilleure prise en compte des handicaps et de l'impact environnemental et social de l'agriculture méditerranéenne, dans le cadre de la future politique agricole commune, car nous sommes les parents pauvres. Il faut aussi maintenir des moyens concernant l'innovation et l'expérimentation. Quant à Jean Sol, il nous aide déjà beaucoup, c'est une réalité. Notre sénateur est très ancré dans le territoire et toujours à l'écoute. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Il comprend, s'imprègne des dossiers de façon technique et très réactif. Il nous aide à porter des sujets, que ce soit sur l'eau ou tous les sujets qu'on a évoqués de réglementation différentes, phytosanitaires ou autres. Très réactif aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée. Dès qu'on l'alerte sur un sujet et dont on sait qu'il va revenir au Sénat, voilà, on sait qu'il est à l'écoute et qu'il fait remonter tous les sujets au plus haut niveau. C'est important, voilà, d'avoir un sénateur dont c'est le rôle, c'est vrai, d'être très proche du terrain et des territoires, mais c'est une réalité. Et je pense qu'il a bien compris les enjeux de l'agriculture, de la ruralité, et qu'il n'hésite pas aussi, voilà, à venir vers nous et nous à aller vers lui pour porter ensemble les enjeux et faire reconnaître à Paris un peu la voix des Pyrénées-Orientales, tout petit département où on se sent tout en bas de la France avec une problématique particulière que personne ne vit aujourd'hui, par encore une fois, peut-être le littoral audois, mais on se sent isolé aujourd'hui dans nos problématiques, pas entendu. Et donc, il est extrêmement important d'avoir pour nous des relais tels que le sénateur à Paris, aux assemblées parlementaires, pour faire entendre cette voix-là et évoquer ces sujets si particuliers. Je pense voilà, aux associations syndicales d'irrigation qui portent nos canaux, problématique de l'eau avec une mission qu'il avait portée sur l'eau. Il avait fait venir une prospective sur l'eau où il avait fait venir d'autres sénateurs découvrir ce qui se passe chez nous et abonder ce fameux rapport. Voilà, tout ça est très important pour nous sur tous les enjeux. Donc voilà, quelqu'un proche du terrain et toujours à l'écoute. Tu te souhaiterais qu'il devienne ministre de l'Agriculture? Mais pourquoi pas? Ce serait une bonne idée. En tout cas, il a la compétence. Alors certainement, et puis surtout, on pourrait lui souffler quelques bonnes idées à l'oreille et je pense qu'il serait un bon relais pour nous. Un petit mot pour conclure cette interview, Fabienne? Oui, Carole, déjà merci. Merci Carole et merci à Jean Sol, de nous donner l'opportunité de porter la parole des agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
en espérant que ce message soit entendu, ce message de ce qu'est notre agriculture dans les Pyrénées-Orientales, de ce que l'on vit aujourd'hui, des moyens nécessaires pour qu'on continue à maintenir cette agriculture et ce beau département avec ses beaux paysages. En tout cas, voilà, et souhaiter que le fait de permettre de relayer tous ces sujets permettent qu'ils aboutissent à nous donner des moyens et une ambition pour sécuriser ce département. Merci Fabienne pour cet échange et ce dialogue républicain. Merci beaucoup. Le sénateur Jean Sol vous remercie pour votre écoute. Dialogue républicain est sur toutes les applications de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube et des dizaines d'autres plateformes d'écoute. Abonnez-vous pour ne rien rater de la réalité du terrain. À bientôt sur Dialogue républicain.